Bonsoir à tous, merci de votre présence, de votre attention ce soir. Je voudrais aussi remercier beaucoup l'équipe du Café Citoyen Châtelain pour l'invitation d'une part, et pour d'autre part. Et puis, moi je suis de Saint-Plus, donc je ne connaissais pas l'association ce soir. Enfin, on en discute et l'avenir, toutes les activités, je suis proposé au cours d'année. Donc je continue parce que j'étais convaincu par cette activité-là. Alors, ce soir, on va parler d'algorithmes et de données personnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est un grand sujet et j'ai choisi de faire un focus sur quelques thématiques là-dedans où je ne pourrais pas discuter de tout. C'est des idées qui sont changeantes, pas forcément classiques. Quand je ne dis pas classique, c'est-à-dire que c'est des choses qui évoluent beaucoup pour des années, donc ce sera parfois un petit peu en désordre. Vous m'excusez, vous verrez. Donc moi, je suis enseignant-chercheur effectivement en informatique. L'enseignant-chercheur en informatique, facile à reconnaître, il est habillé comme des gens ordinaires. Le professeur de droit, lui, est habillé en costume. Il distingue différents types d'universitaires. Bien, alors, je ne vais pas être très long sur les institutions. Juste quand même un petit peu, comme ça vous aide à situer un peu le paysage des institutions publiques qui font de la recherche et de l'enseignement un an sur ces sujets-là, sur une carte vers la moitié nord de l'Aglo. Moi, je travaille là, à droite, là, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech, l'école d'ingénieurs publique qui s'appelle l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes. Voilà, les bâtiments, c'est sympathique. Il y a d'autres sites à Nantes, il y a aussi de l'enseignement et de la recherche de l'université. Sur l'autre, un peu plus loin, là, vers le centre, sur le site du Petit Port, il y a le centre du laboratoire, qui s'appelle, le centre du laboratoire s'appelle le LINA, le laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique, qui va changer de nom, c'est notre bureaucratie interne, mais c'est un grand événement pour l'informatique à Nantes, qui s'appelle le laboratoire des sciences du numérique à Nantes, le 1er janvier prochain. Voilà, et ça c'est situé sur le campus de la fac de sciences, donc nous on navigue entre les deux. Donc là, quand vous allez par là, il y a des gens dans le bâtiment qui travaillent sur les sujets dont on va discuter ce soir. Ils travaillent aussi sur plein d'autres sujets, la reconnaissance des langues, la bioinformatique, l'optimisation, des choses comme ça. Donc nous on forme aussi des ingénieurs en informatique à bac plus 5, on les prend jeunes et on les sort d'une certaine façon. Et on a aussi des activités de transfert vers les entreprises, l'organisation de la recherche, des choses comme ça. Bien. Donc ça c'est un peu pour dire d'où je parle. Vous me dites si je parle pas assez fort, trop fort, n'hésitez pas. Apparemment il y a des questions après, donc je ne vais pas vous dire de poser des questions pendant. Je vais respecter le cadre. Alors, algorithme, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors c'est un mot qu'on voit beaucoup dans les couvertures des magazines ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est devenu un peu passe-partout et à mon avis quand même très pertinent pour dire là c'est des boîtes automatiques logicielles qui décident des choses pour notre vie. C'est à peu près ça, je pense, le sens dans lequel c'est employé. Alors algorithme c'est un vieux mot de l'informatique, qui existe, et qui a jusqu'à assez récemment une connotation beaucoup plus neutre et technologique et scientifique. C'est en gros des mathématiques, donc c'est ce que j'ai mis en haut à gauche là-bas, avec du code informatique associé, des expériences avec des cours, des choses comme ça, voilà. Et puis généralement, ça se fait dans un contexte qui est plutôt industriel, scientifique, lié à de la production, des choses comme ça. Voilà. C'est plutôt, ou à de la gestion. Enfin, c'est plutôt ce type-là de connotation qui a eu ce mot algorithmique jusqu'à assez récemment. Et puis, donc, depuis quelques mois ou quelques années, enfin depuis que le phénomène existe depuis quelques années, le vocabulaire semble cristalliser depuis quelques mois. Au-delà de ces contextes scientifiques, technologiques, etc., qui existent toujours, qui n'ont rien changé, se sont ajoutées des questions de numérisation, automatisation des services publics, commerciaux, de l'interaction entre les humains, des interactions entre les humains et tous ces services, enfin, des choses que vous connaissez bien, qui sont apparues ces dernières années, qui se répondent, qui deviennent le quotidien de chacun, la manière de fonctionner dans la société dématérialisée, avec tous les services que l'on connaît bien, sur les réseaux sociaux, du commerce électronique, ou bien il y a aussi les services publics qui sont impliqués par ce genre de questions des fameux algorithmes. Là, je prends trois exemples
Puis chacun d'entre eux a dû donner lieu à une... Alors, je ne vais pas dire polémique parce que c'est plus important que ça, à des débats légitimes liés aux algorithmes qui vont être employés, aussi bien par des sociétés privées que des sociétés ou des organismes publics. Et en soi, c'est pas la volonté de mal faire, c'est juste qu'il y a même des gens qui veulent bien faire, ils ont des difficultés à concevoir on va dire de manière propre et transparente, l'automatisation de certains processus. Alors, donc, la fonction des algorithmes entendus dans ce qu'on a discuté ce soir, c'est plutôt d'automatiser les prises de décision. Normalement, dans les transparents, il va pas avoir du texte, automatiser les prises de décision, automatiser la sélection d'objets dans des grands nombres d'objets, pour qu'on privilégierait certaines choses plutôt que d'autres. Et généralement, c'est par exemple pour la constitution d'une offre commerciale, on va vous pousser, on va vous dire achetez ceci, achetez cela, et on va cacher d'autres choses, on va vous dire de venir à nous avec machin, et on ne va pas suggérer d'autres personnes. Donc une fonction de filtrage, une fonction de sélection, une fonction de hiérarchisation, une fonction aussi d'association. Vous connaissez telle personne, on vous en propose une autre, donc on établit des liens, on fait les choses de manière automatique. Donc c'est un peu l'automatisation de tous ces processus-là qui sont le cœur du sujet, et qui viennent souvent compléter des tâches qu'on savait faire plus classiquement. Là, à gauche, je vais représenter une petit écran d'Amazon. On peut se renseigner sur Amazon et acheter chez Libre. On fait ça aussi. Bref, donc sur l'interface, vous avez un moteur de recherche normal. Voilà, vous pouvez taper un mot, je recherche tel auteur, etc. Voilà. Ça, c'est un mode de recherche. Vous avez des menus dans lesquels vous pouvez chercher des thèmes, et dans les thèmes, il y a des sous-thèmes, etc. Donc des manières classiques d'organiser l'information, de rechercher l'information. Et puis, vous avez les choses qui vous sont, des objets, ici des livres, des biens culturels, c'est souvent bien, qui vous sont proposés de manière spontanée. Parfois en expliquant la cause, parfois en prétendant expliquer la cause. Alors pourquoi est-ce que Amazon essayerait de vous expliquer pourquoi elle vous suggère les choses, pour vous convaincre que le conseil est crédible. Donc là, ça ne se voit pas parce que c'est écrit très petit, mais c'est écrit, on vous suggère ça, l'algorithme vous suggère ça, parce qu'avant, vous avez acheté ça. Et le simple fait de tenter de faire une explication, qu'elle soit sincère ou rusée, on va dire, aurait tendance à augmenter votre confiance dans l'algorithme de recommandation. Donc il y a toute une technologie de conviction de la recommandation, au-delà de la sélection des objets. Bon, ça c'est un petit aparté. Il y en a beaucoup de petits apartés comme ça qu'on peut faire sur ce type d'algorithme. Et ces types de questions-là se posent de manière plus ou moins subtile, bien sûr pour tous les aspects de la vie, que ce soit votre orientation scolaire, votre embauche, votre assurance, votre prêt bancaire, etc. Alors, c'est des choses qui sont classiques, peut-être, l'assurance, le prêt bancaire, mais qui mutent quand même dans la société numérique et qui vont muter de plus en plus, au fur et à mesure que la concurrence va être fluidifiée, que les services entièrement en ligne vont peut-être prendre le dessus sur les services, on va dire, plus établis. Bon, sur les réseaux sociaux professionnels, si vous fréquentez ces étranges endroits, vous verrez les choses peuvent être liées à l'analyse de vos compétences, à la recommandation de compétences, de formation, d'embauche. Tout le secteur de la ressource humaine de façon générale et de la gestion de compétences est aussi en train de lutter avec des algorithmes qui sont assez proches, des solutions technologiques qui sont assez proches, une sorte d'intelligence artificielle en fait, qui est assez proche de ce qu'on trouverait dans le moteur de recherche d'Amazon, par exemple. Okay, on va taguer des personnes, on va étiqueter les personnes avec des compétences de la même manière qu'on va étiqueter des livres avec des termes. C'est un livre qui parle de choses romantiques et puis ça se passe autrefois. Voilà. De la même manière, on dira telle personne est compétente dans tel sujet, tel sujet. Donc il y a une batterie scientifique, je dirais, et algorithmique qui est assez transposable d'un sujet à l'autre. Même si les champs applicatifs, eux, sont variés. Bien. Alors, pour peut-être dire un mot sur la question de la collecte des données personnelles, même deux mots, parce que c'est quand même au cœur de la question. Là-bas, j'ai fait un petit dessin qui résume de manière très très sommaire ce qu'est la forme
d'intelligence artificielle qui est en train de dominer depuis quelques temps et qui est à la base de beaucoup des solutions techniques qu'on discute là. Alors, pas à mission post-bac, heureusement, mais beaucoup d'autres, Amazon, la banque. Les boîtes au milieu, alors à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez où c'est écrit data en tout petit, c'est des masses de données, d'exemples, qui arrivent dans une boîte. Ça va être par exemple ça va être des caractéristiques sur les compétences. Si par exemple un contexte ressources humaines, ça va être quelles études a fait telle personne, quel âge elle a, où elle habite, des choses qui sont même éventuellement pas pertinentes d'ailleurs pour savoir si on a recruté la personne en question. Mais bon, plein d'infos sur les, plein d'informations sur les gens. Et puis du coup, on va voir est-ce que cette personne-là, quand on l'a recrutée, est-ce qu'elle a bien travaillé, pas bien travaillé, est-ce qu'elle était bien. Et à partir d'un ensemble d'exemples comme ça, où on a des caractéristiques des personnes et puis des performances passées, ou pardon, des performances qui en résultent, ça peut être par exemple des caractéristiques sociodémographiques de clients d'une banque, et puis on aurait aussi est-ce que ces personnes-là ont eu des problèmes avec la banque. Et à partir de là, des algorithmes, des modèles mathématiques, finalement, vont pouvoir apprendre quel est le lien entre l'ensemble des variables qu'on a rencontrées, qui décrivent les personnes, et puis finalement, s'il y a une chance qu'il y ait un incident nucléaire avec ces personnes-là. Est-ce que la personne va quitter la société parce que et ce lien entre les entrées et les sorties, pour l'essentiel, il ne va pas être construit par des règles d'experts, mais il va être appris de manière statistique. Donc on ne va pas forcément comprendre quel est le lien entre l'entrée et la sortie, mais l'essentiel, c'est que la machine est capable de bien prédire la sortie, donc de prendre la bonne décision en termes d'efficacité généralement pour l'entreprise, si c'est une entreprise, prendre la bonne décision pour des nouvelles entrées, pour des individus qu'on n'a jamais vus. Ça, c'est des types de raisonnement que fait la banque ou l'assureur depuis toujours, et qui là se généralise à toutes sortes de choses. Là, ça va être par exemple si vous êtes taxi pour Uber ou si vous faites de la prestation, un certain nombre d'attributs vont vous caractériser. On va apprendre que les employés qui se comportent comme ci, comme ça, au bout d'un moment, posent des problèmes, on les rembauche. Alors, de manière un peu plus inoffensive, on va dire, le système va aussi regarder tout votre historique d'achat et à partir de là, on déduire ce qui va vous intéresser vraisemblablement dans le futur. Ça ne marche pas toujours, mais globalement, ça marche. Bon, et les boîtes comme ça, que j'ai résumées par une boîte en couleur, c'est des choses, c'est des technologies qui ont énormément progressé dans les quelques dernières années. C'est des choses que la science travaille depuis 50 ans, qui ont progressé très lentement. Les 20 dernières années, ça a bien progressé. Les 5 dernières années, 10 dernières années, ça a vraiment beaucoup progressé, donnant les algorithmes qui sont capables de reconnaître les visages mieux que les humains, de reconnaître des scènes d'action visuelles, de reconnaître des voix avec une performance immense, aussi de reconnaître des types de comportements humains, par exemple, selon la manière dont ils se déplacent. Voilà. Des choses extrêmement variées. Et je vais probablement forcer un peu le trait, mais globalement, plus on ramasse d'informations sur les gens, plus ensuite on sait prédire de manière fiable leur comportement. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas toujours plus de données donne des meilleurs résultats en intelligence artificielle, mais c'est quand même globalement plutôt ça. Et ce qui incite évidemment les industriels, on va dire, les entreprises en particulier, à collecter le maximum de données sur les gens, sur le maximum de gens, mais aussi sur le maximum d'informations par personne, y compris des informations qu'on pourrait juger a priori pas intéressantes. Et quelqu'un, ça n'a pas grand-chose de collecter ces informations, on ramasse. Et puis l'intelligence artificielle, éventuellement, saura dire, bah, ça finalement, ça sert à rien. Et c'est pas forcément a priori l'humain qui va dire ce qui est pertinent ou pas pertinent, c'est la machine qui va faire le truc. Parce qu'il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses qui paraissent anodines et en fait, indirectement, ça donne des informations précieuses. Donc, ça ramasse. Là, je notais quelques industriels bien connus et qui posent problème, enfin, qui créent aussi rapidement l'émergence de ce qu'on appelle les objets connectés. Vous devez connaître à défaut de les pratiquer, mais tous ces petits dispositifs, on l'évoquait tout à l'heure dans un cadre sportif, pour mesurer les caractéristiques physiologiques, etc. Bon,
là, c'est pour la performance du sportif, ça va mesurer ce que vous transpirez, la vitesse cardiaque, plein de choses comme ça, mais ces choses-là, on a des caractéristiques qui sont souvent liées à la santé, par exemple, vont vous êtes fournis pour un objectif de loisir, et puis c'est là, puis c'est inclus dans le téléphone, puis c'est rigolo, on joue avec, etc. Et au bout d'un moment, ça mesure combien le nombre de pas que vous faites par jour, que ça transmet à un tel ou un tel, qui va peut-être le revendre à votre assureur pour voir si vous avez changé vos habitudes, si vous marchez plus, et ces objets connectés-là pose aussi un gros problème sur la question des données personnelles. Donc, une incitation pour les industriels à ramasser le maximum de données par individu. Et un deuxième point, c'est le fameux co-exploiter, croiser les données entre personnes. Ça, c'est quelque chose qui fait que c'est intéressant pour les industriels, pas juste de posséder en silo les données des individus, mais de mettre tout ça dans un même sac, d'exploiter ensemble toutes ces informations. Par exemple, on va constater, d'après la position de votre GPS, que vous habitez dans telle ville, parce que vous êtes là la plupart du temps à des horaires hors de travail, donc on pourrait identifier que ça c'est votre lieu de travail. L'algorithme va assez facilement identifier que si vous habitez là, là on peut par exemple voir que les maisons ont l'air d'être assez jolies d'après les cartes satellites, que les terrains sont assez grands, que les gens ont des bons revenus. On va constater que vous allez travailler dans tel ou tel endroit. On croise ça avec une base de données publique ouverte, comme OpenStreetMap par exemple, où on sait que là c'est des entreprises de tel ou tel type, donc on a des choses sur leur métier. Enfin, en croisant des informations, on peut faire des choses extrêmement riches. Et là, je dis en termes statistiques, c'est ça le point clé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne va pas forcément être vrai pour vous. C'est pas parce que vous habitez dans telle ville que vous êtes riche ou que vous êtes pauvre, mais globalement sur la masse des individus, et c'est ça qui intéresse l'industrie, c'est pas de s'acharner sur telle ou telle personne, je vous rassure, globalement, sur la masse des individus, c'est globalement voilà, plutôt vrai. Peu importe les exceptions. Donc il y a des liens comme ça, des caractéristiques qui sont mises sur les gens. Vous habitez là, donc vous avez, sans qu'il y ait un vrai lien de causalité, mais parce que statistiquement, la population est comme ci, comme ça. Via les autres personnes, finalement, les qualificatifs sont posés sur eux. Et ça, c'est à peu près la même chose que les algorithmes qui disent je vous suggère d'acheter un livre parce que les gens qui ont aimé les mêmes livres que vous ont aimé ce livre. C'est en gros le même type de raisonnement et d'algorithme. Sauf qu'on sort de l'ensemble des livres pour aller pallier l'ensemble des caractéristiques et des attributs qu'on peut ramasser sur les livres. Bon. Alors, si vous voulez voir un petit algorithme très simple, mais complexifiable en opération, je ne sais pas si c'est à peu près lisible. Ça, c'est juste un petit algorithme de système à recommandation, le type de choses qu'on trouve derrière Amazon. Ils sont plus compliqués que ça, mais je dirais que ça c'est la base, c'est un peu l'ancêtre. Un petit scénario avec 5 films. Des films, ils s'appellent F1, F2, F3, de très scolaire, et c'est pas très réaliste, mais comme ça prend moins de place sur le transparent. 4 personnes, qui s'appellent Alice, Bob, Charles et Dédé. Comme ça fait ABCD. Les informaticiens aiment bien prendre qui font ABCD. Bon, et il y a une grille, et dans la grille, en fait, c'est des notes. C'est des notes, c'est des nombres d'étoiles, entre 1 et 5, que les gens ont mis au film, pour ceux qui l'ont vu. Donc, par exemple, Bob, on voit qu'il a bien aimé le film F2 parce qu'il a mis 5, mais il n'a pas aimé le film F1. Et puis, il y a des cases où il n'y a pas de notes, c'est les films qui n'ont pas été vus par telle ou telle personne. Alors, déjà, une première chose que vous pouvez remarquer là, c'est que dans cette grille, la plupart des gens ont vu la plupart des films, ce qui est absolument irréaliste. Mais ça sert mon propos pour 2 minutes. Bon. Alors, la question, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait savoir quel film proposer à Charles. Alors, bon, dans mon petit exemple, Charles, il n'y a qu'un film qu'il n'a pas vu, donc il va lui donner F2, mais imaginons qu'il y ait d'autres films. Voilà. Donc, la question, c'est qu'on va essayer de deviner quelle note il mettrait au film F2, s'il le voyait. Et ça, on essaie de le faire sans savoir de quoi parle le film F2. Je vous en prie, je ne sais pas si les places qui restent sont devant ou au tronc, je vous laisse déterminer les emplacements opportuns. Voilà. Donc on voudrait
sans avoir la moindre connaissance sur les caractéristiques thématiques du film, ou même de Charles, ou ses goûts, etc., essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il aimerait le film F2? Donc tout bêtement, ce qu'on va faire, c'est chercher quelqu'un qui peut conseiller Charles, parce qu'il a, on va dire, un passé d'évaluation qui est similaire. En gros, il a mis des notes similaires aux films qui ont été vus en commun. Donc, on va mesurer la similarité entre la ligne des chiffres de Charles et puis les autres lignes de chiffres des autres personnes. Donc, on va constater que, on va prendre Alice par exemple, on va juste faire un truc tout bête, on va faire la différence entre. On va faire la différence entre 5 et 2, donc ça nous fait 3. Là, on ne sait pas, là, ça n'a pas été vu, donc on peut utiliser. Là, il y a 2 et 5, donc ça nous fait encore 3. Là, ça nous fait 2. On fait la somme de tout ça, et ça nous mesure finalement une similarité entre les goûts des gens. Alors, c'est assez rustique hein, comme méthode, mais c'est une première approche au-delà de laquelle on peut faire des améliorations. Voilà. On fait la même chose entre Charles et Bob, entre Charles et Dédé, et on va ensuite ainsi avoir calculé des distances entre Charles et puis chacun des autres utilisateurs. Et on va finalement aboutir à constater que c'est Bob qui est le plus près. Voilà, parce qu'on voit qu'en gros, ils ont mis des bonnes notes au même film et des mauvaises notes au même film. Voilà, pour résumer. Évidemment, tout ça, c'est facile à calculer de manière automatique. Donc, on va déduire que la note qui serait la plus pertinente à propager, c'est par exemple le 5 qui est là, on va le recopier ici. Disons, la voyez, dire, voilà, donc Charles, a priori, devrait bien aimer le film F2. Donc, on va faire ainsi pour tous les films que Charles n'a pas vus. Et ensuite, les lister du plus intéressant a priori au moins intéressant. Et puis, par exemple, les 5 qui ont la meilleure note, c'est eux qu'on va mettre sur les pages de garde d'Amazon. Donc ça, c'est une manière de faire. Et puis, autour de ça, il y a plein de problèmes qui se posent. D'abord, le fait que sur Amazon, il n'y a pas 5 films à acheter sur IMDb ou des sites de cinéma, mais il y en a des millions, en tout cas des centaines de milliers de biens culturels. Il y a des centaines de millions d'acheteurs. Sur la grille qui est là, je disais au début qu'elle est très remplie. Est-ce que, à votre avis, la plupart des gens sur Amazon ont acheté la plupart des choses qui sont à vendre sur Amazon? J'espère que non, je ne pense pas qu'ils en auraient les moyens. Ça veut dire que la très grande majorité des cases sont vides en réalité, heureusement. Ça veut dire que la comparaison entre les utilisateurs n'est pas forcément aussi simple sur mon petit exemple. Et puis les tableaux sont changeants parce que sans cesse, ce type de tableau-là, dans un système de commerce en ligne par exemple, il y a des nouveaux utilisateurs qui vont se connecter au système, qui ne sont pas encore connus, mais qui utilisent pour la première fois, donc il y a de nouvelles lignes qui se créent. Par chance, il y a des nouveaux livres qui apparaissent régulièrement, surtout cette saison, donc il y a des nouvelles colonnes qui se créent. C'est des colonnes qui sont vides au début, alors c'est un peu compliqué de traiter les gens qui correspondent à une ligne vide ou les livres qui correspondent à une colonne vide, parce qu'on ne sait pas comment faire des comparaisons, puisqu'il n'y a pas d'historique. Donc là, il y a des difficultés scientifiques, on va dire, à traiter. On sait un peu traiter. On voit qu'en fait, il y a quand même un peu de travail à faire. Il y a le fait que les gens qui évaluent les biens culturels, ils ne mettent pas forcément une note entre 1 et 5, ils peuvent écrire un petit bout de texte. Puis sur Amazon, vous avez peut-être déjà vu. Je dis toujours Amazon parce que c'est l'exemple type, c'est pas que je suis fan, mais généralement c'est parlant. Des fois, il y a des gens qui mettent une étoile, mais c'est parce que le paquet est arrivé déchiré, ce genre de choses-là. Ça veut dire que le livre n'était pas intéressant, je ne crois pas. Sauf que pour que la machine sache faire la différence entre le paquet déchiré et le livre qui n'était pas intéressant, ça suppose d'avoir un algorithme, le sujet qui va analyser le texte et tenter de comprendre que l'évaluation ne porte pas sur la qualité culturelle du bien, mais sur les conditions d'expédition. Voilà, il y a plein de problèmes cachés derrière tout ça, on veut faire les choses bien dans le monde réel. Puis, on évacue aussi les évaluateurs. Quand les gens mettent des notes, l'influence de leurs notes va dépendre de si ces évaluateurs sont jugés fiables, par exemple. Donc, vous avez peut-être vu qu'on peut évaluer les évaluations, et voilà, il y a tout un système de tentatives de prise en compte de la fiabilité de toutes les informations qui sont injectées. L'algorithmique d'évaluation des évaluateurs, ça devient un truc un peu infernal. Mais voilà, donc il y a plein de mathématiques derrière, des gens qui font des maths pour savoir comment est-ce qu'on fait, qui sont les gens fiables, qui sont les gens qui trichent, qui essaient de favoriser leurs propres produits, comment est-ce qu'on fait pour détecter automatiquement les gens qui
qui mettent des bonnes notes, non pas parce que sincèrement ça les intéresse, mais parce qu'ils ont un intérêt bien calculé à le faire. Plein de choses comme ça qui se font. Et un problème qui est assez rigolo aussi, c'est rigolo. En fait, très intéressant, qui est rigolo mais surtout intéressant, et qui déborde un peu sur la pluridisciplinarité, c'est l'équilibre entre la continuité et la découverte dans les suggestions comme ça. Si vous avez acheté 4 tomes d'une série de livres et que l'algorithme vous suggère le 5e, pas simplement parce que les autres gens ils ont aussi acheté le 5e livre, ça ne va pas vous servir beaucoup, et ça ne va pas non plus servir le marchand parce que le tome numéro 5, probablement vous l'auriez trouvé tout seul, vous l'auriez acheté tout seul. Et donc il faut que les algorithmes, certes, vous proposent des choses qui vous intéressent, mais aussi sortent un peu de la continuité. Sinon, ça va rester dans un cercle un petit peu confiné de suggestions. Et il faut faire des algorithmes qui savent parfois faire un peu un saut dans l'espace vers hors de vos sentiers battus à vous, pour trouver des choses qui vont vous intéresser, mais qui ne sont pas les choses qui vous intéressent classiquement. Mais il faut faire ça mieux que de tirer des choses au hasard. Là, il y a un vrai défi qui est déjà l'objet de travaux depuis longtemps, mais qui est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour faire automatiser de l'intelligence éditoriale d'une façon... C'est pas ça, mais ça fait partie des jolis problèmes. Alors, ça c'était des questions plutôt algorithmiques, classiques, mais malgré tout, vous me dites qu'il faut que j'accélère, parce que des fois je commence à bavarder sur des choses comme ça. Autour de ça, rapidement, pour dire qu'il y a des choses qui fâchent aussi, en fait il y a plein de choses qui fâchent, autour de ces sujets-là. C'est ma recommandation. Il y a par exemple tout ce qu'on appelle le travail numérique, généralement ça s'appelle digital labor, c'est un peu le terme consacré, désolé c'est en anglais, mais ça veut dire le travail numérique. Qui, pour résumer, consiste à étudier le fait que les chiffres qui sont là, c'est vous, les utilisateurs, bénévolement, qui les avez mis dedans. Alors, pourquoi est-ce que les gens mettent des évaluations sur Amazon ? Ils ne sont pas rémunérés pour ça généralement. Donc il y a toute une mécanique pour inciter les gens à travailler gratuitement. Les gens aiment bien donner leur avis, ça vient faire des commentaires, et ce faisant, ils travaillent gratuitement. Et donc il y a pas mal, il y a, on va dire un nombre assez fortement croissant d'études plutôt en sociologie du travail essentiellement, c'est plus large que ça, mais aussi en économie, sur toute cette économie de la contribution dans un cadre commercial. Les gens qui fournissent des données, et les données sont en fait une grande partie de la valeur économique de la santé de l'entreprise. Les gens font ça gratuitement. Alors, il y a aussi d'autres types de travail en ligne qui est rémunéré, mais si on s'en tient juste aux utilisateurs qui travaillent gratuitement, je ne vais pas en discuter plus parce que je ne suis pas du tout expert de la question, mais voilà, il y a maintenant pas mal d'études sur ces sujets-là. Il y a aussi des choses qui fâchent sur les critères optimisés par les algorithmes de suggestion. Pas plus tard que hier, cette petite copie d'écran là, alors je ne sais pas si c'est très clair, désolé, c'est vraiment un peu loin. Comment est-ce que Amazon ne vous suggère pas ce qui vous intéresse le plus, ce qui est le moins cher, mais suggère ce qui intéresse le plus Amazon en termes financiers. Donc, quand différentes offres vous sont proposées, ce n'est pas forcément la plus pertinente, comme l'algorithme naïf que je vous avais décrit à gauche. C'est un mélange entre ça, puis ce qui financièrement est le plus intéressant pour Amazon. Alors, en même temps, quand vous vous connectez sur un site, on ne vous promet pas que ça va être le lieu point, que c'est juste une boîte qui vous suggère des trucs. Mais il y a pas mal de gens, des chercheurs ou des citoyens, simples citoyens, qui font des expériences pour essayer de comprendre en fait, quels sont les algorithmes cachés qu'il y a derrière en regardant les entrées. On met les entrées, on observe telle sortie, tiens, donc on tente d'en déduire quel est le lien entre l'entrée et la sortie. Qu'est-ce que Amazon cherche à maximiser? Est-ce que c'est votre satisfaction? Est-ce que c'est leur revenu? Quand est-ce que ça coïncide? Quand est-ce que ça commence à diverger un petit peu? C'est évidemment pas très simple de faire ces expériences-là. Donc il y a aussi des travaux sur comment concevoir des expériences pour observer ces boîtes-là qui essayent de se cacher. D'autres sujets intéressants autour de ces questions d'évaluation, de numérisation du monde, en particulier sur les biens culturels, les personnes, etc. C'est la question de la quantification, enfin, le fait que la transformation numérique de plein d'activités
sociale et économique a tendance à vouloir mettre des chiffres et quantifier des individus, leurs activités, leurs interactions. Et la richesse du monde, finalement, enfin, et du monde humain en particulier, on fait mettre des nombres dessus. Pourquoi mettre des nombres? Parce que si on met des nombres dessus, enfin, si les algorithmes mettent des nombres, les modèles mathématiques mettent des nombres, les industriels mettent des nombres, une fois qu'il y a des nombres, on peut faire des comparaisons, on peut faire des combinaisons, on peut faire des agrégations, on peut faire des listes, le mieux, le moins bien. Alors évidemment, c'est très simplificateur, mais ça leur permet de faire tourner tout un commerce de l'automatisation, qui globalement marche assez bien. Alors il y a pas mal de travaux maintenant sur cette question de quantification, de mettre des chiffres partout sur les aspects du monde socio-économique, social, humain et social et économique, et de voir quels sont les impacts, quelles sont les conséquences de ces choix-là, parce que quand, là je l'ai dit à un niveau très très général, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la manière dont les gens ont d'agir? Parce que nous, on commence à raisonner en tant qu'humains, comme les machines, avec des chiffres partout, à force de fréquenter les machines. On commence nous-mêmes à parfois imiter, je pense, progressivement les manières de penser qui ont été implémentées dans les algorithmes. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, qui ne sont pas de l'algorithmique, qui ne sont pas des informaticiens, vraiment, des psychologues, des sociologues, des économistes. Un dernier sujet qui est connexe aussi, les voisins, c'est un peu lié à. D'ailleurs, je vous disais, il ne faut pas rester enfermé dans le tome 5 quand on vous a juste proposé le tome qu'on vous avait acheté, le tome 1, 2, 3, 4. Là, c'était plutôt pour le bénéfice du vendeur, en fait, que je citais ça. Le propos est en fait un peu plus large. Il y a un phénomène qui est étudié aussi maintenant qui s'appelle la bulle culturelle, la bulle informationnelle, dont on parle parfois dans l'actualité aussi. On vous dit votre fil Facebook, si vous êtes dessus, en mon cas, bon, il est différent de celui du voisin, etc., etc. Il y a pas mal d'expériences qui montrent que les systèmes de ce type-là ont tendance à vous montrer des gens qui sont comme vous. Donc ce n'est pas juste des biens culturels, mais si maintenant on le généralise aux sources d'information. Les sélections ont tendance à vous montrer des gens qui sont comme vous, des gens qui sont riches, des gens qui sont heureux, des gens qui enfin des choses qui sont positives, qui font que vous allez rester sur le fil, parce que l'algorithme a déterminé que si on met ça dans le fil d'information, ben vous allez rester, si on met ça, vous allez partir. Par exemple, mais le public en général, c'est de la statistique. Si vous mettez des informations qui flattent l'ego du lecteur, ça va dire ça c'est sympa comme droit, je vais revenir. Vous me direz, je pense qu'il y a probablement des journaux télévisés qui usent de ce type de stratagème depuis bien avant Internet. Mais sauf que là, c'est des algorithmes qui maintenant calculent la manière de faire tous ces choix. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas, il y a des vraies questions là-dessus. Qui peuvent faire que les citoyens ils sont confrontés à un monde qui est aussi très biaisé, très en silo, et il n'y a pas forcément, et même plus forcément de commun. On n'affiche pas des choses qui vont être ce que les citoyens viennent voir en commun, avec un petit peu quelque part le but de votre association aussi, d'une certaine façon. Voilà, chacun a sa vision du monde. C'est un peu le risque de la personnalisation. Donc il y a des livres et des travaux maintenant qui étudient sérieusement ces questions-là. J'ai figuré ça avec des œillères. Bon, on va revenir à des choses un peu moins inquiétantes, parce que toujours trop de choses inquiétantes sur ces sujets. Des choses amusantes qu'on peut faire, ça c'est un petit schéma que j'ai piqué à des collègues de Toulouse. Alors, vous êtes, ça ne sera pas forcément facile à décoder, donc vous faites la carte. Là, il y a Toulouse, parce que c'est des collègues d'un labo qui s'appelle le LAS à Toulouse, une carte du sud toulousain. Puis là, il y a des gens qui travaillent ici, c'est l'université de Toulouse, ici, ils habitent là. Puis là, il y a des loisirs, c'est la montagne, on arrive aux Pyrénées en bas. Là. Il y a des algorithmes qui analysent, vous imaginez bien, vos déplacements. Le sujet ici, c'est de dire qu'on peut tracer les déplacements, savoir la coordonnée géographique précise des gens à chaque instant, etc. Pour utiliser ça dans leur téléphone, dans leur poche. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Ce que peuvent faire des algorithmes derrière ça, ça marche assez bien maintenant.
c'est de comprendre quel est votre rythme de vie de manière un peu plus abstraite que de dire quelles coordonnées vous êtes à chaque instant. Prendre là où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, quand est-ce que vous n'allez pas au travail à la même heure que d'habitude. Et ça de manière individuelle ou collective. Donc il y a pas les gens qui habitent à La Chapelle, ils se lèvent plus tôt que ceux qui habitent à Carquefou, par exemple. Ils vont plus tôt au travail. Voilà. On peut imaginer plein de choses comme ça, de compréhension du rythme de vie des individus et des collectifs. Quand c'est des individus, ça pose vraiment des problèmes, évidemment. Quand c'est des collectifs, ça peut amener des choses très intéressantes, comme l'optimisation de l'empreinte. Justement, c'est l'automatisation d'études que les géographes font depuis, les spécialistes du transport font depuis longtemps. À titre individuel, ça peut faire des choses un peu compliquées, parce que à partir de votre rythme de vie, on peut déduire des hypothèses sur est-ce que vous vivez de manière saine, régulière, est-ce que vous vivez d'une manière qui correspond, du point de vue des assurances, aux personnes à risque, des choses comme ça. Même si vous n'êtes pas une personne à risque, il se peut que certaines de vos caractéristiques de mouvement d'ailleurs que vous êtes à risque. Et l'assureur va vous refuser éventuellement, sans pouvoir vous expliquer pourquoi. Avec le même genre de comportement, on pourrait par exemple trouver des groupes de gens qui font en gros les mêmes déplacements, qui ont des comportements homogènes. Donc on pourrait segmenter les populations. J'étais censé faire 20 minutes et 2 minutes. On peut détecter des changements dans les habitudes. Mais ça c'est intéressant si on fait des travaux, des changements dans les infrastructures routières, par exemple, ou le transport public. Est-ce qu'on va observer des changements dans les comportements? Alors on dirait qu'il y a déjà des gens qui font ça depuis longtemps, sauf que là, on peut le faire de manière automatisée avec les dispositifs personnels des gens, plutôt qu'être des humains qui coûtent quand même cher pour faire ce type de mesures. Et en croisant ça, donc avec des données auxiliaires, on peut savoir avec les pages jaunes quels sont les prénoms des gens qui habitent dans telle ville, et à partir des prénoms, on peut en déduire. Est-ce que ça c'est des prénoms des gens dont les enfants ont plutôt des pensions, quelque chose comme ça. En croisant les sources de données, on peut déduire des trucs absolument terrifiants. Et ça marche bien, malheureusement. Bon. Là, je prends des exemples un petit peu au hasard, parce qu'à chaque fois qu'on croisait deux choses, on dit, ah oui, on pourrait faire ça, et c'est potentiellement inquiétant. Bon. Quelques petits mots peut-être sur encore un exemple d'algorithme, cette fois-ci sur des données personnelles. Là, je vais prendre des données à caractère politique. Ça aurait pu être des données de santé. Alors, j'espère que c'est pas écrit trop petit. C'est peut-être écrit très très petit. Ah si, oui. C'est 10 de Coran. C'est très 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 petit. On voit les choix, Ségolène R. Voilà, donc est-ce que ça vous suffit pour reconnaître le scénario? Bon. Oui. D'accord. Donc ça doit être la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2017, si je ne me trompe pas. Et sur ce petit tableau, alors, ce qu'il faut regarder, c'est ce tableau-là, et on va discuter d'un algorithme qui le transforme en ce tableau-là. Donc pour l'instant, on se limite à ce tableau-là. Donc il y a des noms, il y a des dates de naissance, sexe, parti, et puis patrimoine. Est-ce que vous pouvez dire la colonne patrimoine? D'accord, donc c'est très bien parce que justement c'est confidentiel, donc c'est fait exprès. Par contre, la patrimoine, vous pouvez peut-être lire. Par contre, il n'y a plus le nom des gens. Donc voilà, c'est un peu ça exprès. Si on voulait faire une étude, il y a un lien entre le patrimoine et puis le parti politique, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un lien, je vous laisse imaginer. Sachant que c'est compliqué parce qu'en même temps, il peut y avoir un facteur d'âge qui fait que spontanément, certaines tranches d'âge ont plus de patrimoine que d'autres. Voilà. Si on veut faire des études statistiques là-dessus, c'est quand même embêtant puisqu'il y a le nom des gens. Vous pouvez effacer le nom des gens. D'abord, j'aurais dû citer que ce tableau-là, je l'ai expliqué à un collègue de mon équipe. C'est un exemple qui est amusant, donc je l'ai quand même pris. Alors, on peut éliminer la colonne avec le nom des gens. Là, vous me direz, oui, mais avec la date de naissance, c'est pas très compliqué de trouver de qui il s'agit. C'est vrai, et c'est bien le sujet. Alors, on va dire, bon, on va enlever la date de naissance. On va juste garder sexe et parti. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si on enlève la date de naissance, on est quand même en train de se priver d'une information qui était intéressante. Donc là, en fait, on est dans un compromis entre est-ce qu'on protège la confidentialité des gens,
puis est-ce qu'on garde quand même des informations intéressantes? Parce qu'à force de tout effacer, par souci de préserver la confidentialité sur les gens, sur leur identité, eh bien, on perd aussi des informations qui nous permettent de faire des études. J'aurais pu prendre un autre contexte où on a des patients, avec leur âge, leur lieu d'habitation, leur métier, et un certain nombre de facteurs qui sont susceptibles d'être liés à la présence ou à l'absence de telle ou telle pathologie. Et pour faire des études épidémiologiques comme ça, on a besoin de ces informations-là. Si on les efface, on perd la valeur des données. Donc, on a travaillé dans notre équipe, particulièrement avec mon collègue qui nous met là, mais on travaille ensemble maintenant, par exemple, avec des industriels, des télécoms sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut faire des algorithmes qui vont essayer de préserver à peu près la précision des données, enfin en tout cas les garder à un niveau exploitable, tout en préservant aussi à peu près l'anonymat des gens. Alors la technique, exemple ici, consiste à transformer les informations pour les décrire de manière plus grossière, de manière à faire des groupes de personnes qu'on ne peut plus distinguer. Alors ça va être écrit très petit, désolé. Ici, on a fait une catégorie. Alors, les personnes qui sont là correspondent aux lignes qui sont là. C'est un petit peu regroupé, mais les personnes se retrouvent sur les lignes qui sont là. Et donc, vous avez 3 personnes qui sont dans le même groupe. Ici, là, vous avez encore 3 personnes dans le même groupe, etc. Et ces 3 personnes-là sont décrites de manière identique. Une date de naissance entre 1940 et 1974, sexe, c'est caché avec une petite étoile. Et puis, parti, ça a été qualifié d'extrême gauche, peu importe. Enfin, on se comprend, l'essentiel, c'est d'avoir un qualificatif qui est en fait une généralisation d'un certain nombre de parties qui sont là. Et ensuite, on peut afficher le patrimoine. Et l'ensemble de ces 3 attributs-là ne permet pas de remonter de manière sûre à l'individu, puisqu'ils sont décrits de la même manière. Donc en fait, on a noyé les individus dans une petite foule, en fait, dans un petit groupe. Et à partir de là, on peut publier cette table-là, la rendre publique, un petit peu comme les collectivités locales publient les données en open data, que vous pouvez trouver sur le web de des collectivités locales, pour faire ce que vous voulez avec. Et on ne peut pas remonter à l'identité de la personne. Il y a certaines garanties, c'est pas non plus complètement blindé, mais il y a certaines garanties. On sait, là on peut pas remonter à l'identité, mais on voit qu'aussi, on voit que c'est entre pas disponible et 37 000, là on voit que c'est quand même entre beaucoup et énormément, il y a quand même des informations. On n'a pas tout caché. Voilà. En tout cas, il y a des algorithmes qui traitent des jeux de données pour essayer de dissimuler à la fois l'identité et les caractéristiques des personnes. Je veux aussi dire ça parce que on a parfois tendance à penser que préserver la vie privée, c'est garder les données inaccessibles. Donc c'est contrôler l'accès. Il y a cette technique-là, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi dégrader la précision des données, ajouter du bruit dans les données pour les perturber, parce que j'appelle du bruit, ça veut dire des perturbations, des modifications aléatoires. Donc il y a des travaux de la recherche publique, mais aussi des laboratoires privés sur ces questions-là, parce que l'Europe en particulier est en train de légiférer sur ces questions-là, enfin légiférer à son niveau, mais en tout cas de mettre du droit sur ces questions-là, et les entreprises, le jour où le droit va tomber, elles ont intérêt à savoir faire. Parce que si elles ne savent pas faire, elles sont plus dans les clous. Donc elles ont intérêt à se fabriquer un savoir en interne, au moins celles pour qui ces questions sont cruciales. Enfin, ça c'est un horrible transparent avec plein de textes. J'ai du mal à trouver une image correspondante. Je vais prendre juste quelques minutes pour discuter pour revenir finalement aux algorithmes qui prennent des décisions dans votre dos. Par exemple, pour vous informer, pourquoi est-ce que Google vous met en avant telle ou telle chose à vous et pas à votre voisin, pour vous fixer un prix de vente. Par exemple, si vous allez sur un site de commerce, est-ce que le prix va de même pour vous et pour votre voisin? Ou bien est-ce que le site aura détecté que en fait, vous habitez dans une banlieue bien connue de Nantes, où les revenus sont jugés statistiquement, pas individuellement, mais statistiquement élevés, donc peut-être vous avez des prix un petit peu plus haut. Ben voilà, c'est très facile en fait de faire des algorithmes qui font ça. Et ces questions-là amènent à des problèmes de discrimination. Des discriminations économiques, des discriminations sur des critères légaux, qui peuvent être aussi d'ailleurs être illicites comme droit économique. Par exemple, est-ce qu'on peut recruter les gens selon leur lieu d'habitation, selon leur appartenance ethnique, selon
Alors vraiment, vous direz, l'appartenance ethnique, c'est pas facile à récupérer, mais bon, on peut regarder les prénoms, on peut faire des choses comme ça. Alors, on dirait, ça se fait déjà à la main, pas forcément très souhaitable, mais les algorithmes savent faire ça parfaitement. Donc, les attributs qui caractérisent les personnes sont pour certains d'usage licite, d'autres d'usage illicite. Ça dépend de la tâche qui est visée, hein, parfois. Ce qui peut être illicite pour un assureur peut être licite pour un employeur, ou vice-versa, ça dépend des contextes, mais globalement, on peut quand même facilement discriminer sur des critères illicites. Et les algorithmes ont tendance à pas vraiment faire la part des choses. Ils ramassent, comme je disais tout à l'heure, le maximum d'informations sur vous, direct ou indirect, et éventuellement, involontairement, ils vont opérer une discrimination illicite, illégale. Illégale, ou en tout cas pas éthique. Prendre un exemple qui est maintenant bien connu, mais qui est, en fait, c'est un exemple dont a été victime une chercheuse sur ces sujets-là. Tout à l'heure, je vous montrais rapidement une petite technique pour transformer les tables. La personne qui a inventé ça, il y a maintenant à peu près 15 ans, un jour, elle a fait une expérience. C'est une chercheuse de couleur noire américaine qui est à Princeton maintenant, qui s'appelle Latanya Sweeney. Elle a fait une petite expérience, même pas volontaire, je crois. Elle a tapé son nom sur Google. Je ne sais pas si ça en est certains d'entre vous. Et elle a remarqué que la publicité qui s'affichait, puisque quand vous tapez des trucs sur Google, il y a une publicité qui s'affiche sur le côté, c'est une publicité pour des listings de prison. Parce qu'aux États-Unis, on peut acheter des listes de gens qui sont en prison. N'importe. C'est encore un autre sujet. Et j'étais quand même étonné, parce que c'est une personne de bonne renommée, et que personnellement, je le juge extrêmement admirable dans son travail. En fait, elle a fait quelques expériences quand elle a vu ça, donc elle a tapé d'autres noms, et puis finalement, elle a compris que c'était son prénom qui était discriminant. Pourquoi ça? Parce que son prénom est porté majoritairement par des personnes de couleur noire, et que les personnes de couleur noire sont sous-représentées dans les prisons américaines. Donc indirectement, et ça c'est le système de publicité de Google qui a fait ça. Pas volontairement, c'est juste que tapez quelque chose dans le moteur, et à partir de là, le système essaie ce qu'on appelle augmenter votre vocabulaire. De dire, là vous avez tapé tel prénom, tel nom, c'est que votre intention, vos intérêts sont ceci et cela. Et à partir de là, ça extrapole très largement sur ce qui vous intéresse. Alors souvent c'est pertinent, parfois dans cet exemple-là c'est embêtant. Malheureusement ce type de problème-là il est maintenant assez fréquent. Donc parfois c'est involontaire, comme dans ce cas-là. Ça n'en est pas moins peut-être répréhensible, mais imaginez que c'est involontaire. Il y a pas mal d'articles qui sont parus récemment sur la discrimination que peuvent subir des chauffeurs Uber, par exemple. On envoie à des endroits pas très agréables pour faire des courses, mais on leur met des tarifs qui sont moins, des choses comme ça. Donc les exemples de discrimination sont maintenant légion dans les exemples repris dans la presse, et il y a pas mal d'études assez approfondies sur ces questions-là. Alors, donc ça c'est amené depuis quelques années à réfléchir sur des questions d'équité, de non-discrimination, de neutralité, de transparence des algorithmes, et l'idée que les algorithmes doivent pouvoir rendre des comptes aux citoyens. Alors ça c'est des bien gentils mots. La question c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. On a dit ça, les algorithmes sont méchants, il faut qu'ils soient un peu moins méchants, un peu plus transparents. Comment ça peut se traduire en acte opérationnel technologique et inséré dans le droit, et est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que c'est des questions injustes? Juste parce que est-ce que ça exclut finalement? Est-ce que les informaticiens, on n'a pas besoin d'eux, ils ont juste fait des bêtises, et puis les gens des sciences humaines, sociales et juridiques doivent réparer leurs bêtises? Ou est-ce que les informaticiens doivent aussi un petit peu faire le ménage derrière eux? Alors, depuis quelques années, il y a des travaux de recherche, et on travaille un petit peu là-dessus, sur les algorithmes qui contrôlent les algorithmes. Pour dire ça brièvement, comment est-ce qu'on fait un algorithme qui va contrôler la conformité d'un autre algorithme à des bonnes pratiques ou à du droit sur la discrimination? Comment est-ce qu'en fait on détecte qu'un algorithme discrimine automatiquement, pas par un essai fait à la main, ou découvert par hasard, mais de manière un peu plus systématique? Et puis il y a un objectif que je ne vais pas détailler plus après, mais que je vais quand même citer. Comment est-ce qu'on fait pour transformer les jeux de données pour qu'ensuite on ne puisse plus discriminer de manière illicite sur ces jeux de données? Tout à l'heure, je montrais l'exemple ici d'un tableau où je disais, si vous publiez ce tableau-là,
c'est pas très grave parce qu'on a mis suffisamment de flou, on va dire, dans les données pour qu'on ne puisse pas réidentifier la personne. Donc on peut faire le même genre d'opération, non pas pour préserver la vie privée des gens, la confidentialité, mais pour empêcher de discriminer sur la base d'attributs illicites. Alors, comment on fait ça? C'est assez compliqué, même moi, c'est tellement compliqué que quand j'ai compris le lendemain, j'ai oublié comment ça marche. Mais ça fait partie des progrès récents des 3-4 dernières années. Et si on sait construire des solutions technologiques qui vont dans ce sens-là, on peut aller voir son élu local, son parlementaire, et dire, là, technologiquement, on sait faire. Donc vous pouvez faire du droit, vous pouvez faire du lobbying, pour intégrer ça comme obligation des industriels. Les industriels ne peuvent pas faire semblant de dire ah bon non, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire, on va voir, peut-être l'année prochaine, si bien répondre. Voilà. Donc les solutions technologiques sont importantes pour essayer d'influencer le droit dans le sens de la protection des citoyens, des usagers. Vous me foutez quand j'arrive bientôt au bout. On va juste prendre un petit exemple pratique sur des questions de discrimination. Ça, c'est des questions qui sont traitées en sciences sociales depuis bientôt 100 ans. Il n'y a pas besoin d'ordinateur, hein, c'est des vieilles choses, sauf que là, il s'agit de les automatiser, de passer à l'échelle de très grandes masses de données. On va prendre l'exemple d'un processus de sélection, par exemple, de ressources humaines. Vous recrutez quelqu'un, vous avez généralement on envoie un CV, après on fait un entretien. Bon. Et puis, on va se dire, par exemple, que si on a 50% d'hommes et de femmes parmi la population, dans les gens qui postulent, on aimerait bien qu'il y ait 50% d'hommes et de femmes parmi les gens qui sont invités à l'entretien. Bref, voilà. Des critères qui ne sont pas censés être ceux sur lesquels on sélectionne les candidats. Et imposer ce critère-là, c'est en fait pas suffisant. Vous voyez pourquoi, il y a plein de raisons. Par exemple, parce que d'abord ça peut être contrôlé, ça. Enfin, on pourrait imaginer une sorte de contrôle par les autorités, combien de personnes ont effectivement été convoquées à l'entretien, mais la personne qui recrute, si elle est mal intentionnée, pourrait retenir les personnes qui sont, par exemple, les personnes de telle ou telle couleur qui ont plutôt une mauvaise qualification, les personnes de telle autre couleur qui ont une bonne qualification, et rejeter, ça paraît très étrange, les personnes de telle couleur, par exemple les personnes de couleur noire qui ont une bonne qualification, et accepter les personnes de couleur blanche qui ont une mauvaise qualification, ce qui fait qu'à l'entretien qui suit la deuxième phase, évidemment, il y en a qui n'ont pas du tout leur chance. Malgré tout, dans la première phase, on a quand même 50%, 50%. Enfin, en tout cas, on peut avoir une parité qui n'est pas suspecte. Donc, on peut imaginer des processus de sélection comme ça que cette parité de groupe ne peut pas détecter. Donc, les techniques simples qu'on peut faire à la main, globalement, ça fonctionne pas bien. On est obligé d'avoir recours à des techniques informatiques sur lesquelles je vais revenir. Alors, la piste qui semble bonne, qui est pas mal travailler dans les travaux de recherche maintenant, c'est, en fait, ça s'énonce de manière très simple, hein, c'est que les personnes qui sont similaires sur les attributs ici devraient être traitées de la même manière. Ça paraît simple dit comme ça, vous mettez ça en équation, qu'est-ce que c'est être similaire, qu'est-ce que c'est être traité de la même manière, qu'est-ce que c'est l'attribut ici. Là, ça devient assez compliqué, mais c'est en gros de... Et voilà, on essaie de travailler sur ces questions-là. En ce moment, on a du temps libre, et ensuite il faudra que ces choses-là soient intégrées dans des algorithmes, pour qu'un algorithme de moteur de recherche, de recommandation, de ressourcement, intègre dans son sein, pas de manière annexe, pas comme outil de contrôle, mais intègre vraiment dans son fonctionnement interne des caractéristiques qui font qu'il y a des bonnes propriétés de manipulation qui sont intégrées. Ça, c'est des choses qui commencent à venir. On peut espérer voir dans la législation peut-être bientôt, dans les bonnes pratiques, de bonnes pratiques dans les labellisations, etc. Bon, en résumé, je vous rassure, les 20 minutes se terminent là. On est donc dans une société où les interactions humaines, l'économie étaient largement numérisées, avec beaucoup de conséquences sur l'omniprésence de données personnelles, avec des enjeux industriels qui sont très forts et des pressions industrielles qui sont très fortes. On a parlé principalement de processus automatiques, de décision, de
prise de décision, hiérarchisation, filtrage de l'information, un petit peu aussi, mais pas beaucoup, de compréhension automatique de ce qui se passe dans ces données à caractère personnel. Alors c'est des choses qui sont très intéressantes du point de vue scientifique, des algorithmes et des mathématiques, qui débordent largement, je pense que vous en êtes convaincus, vous en étiez déjà convaincus avant de venir ici, hein, sur des questions de sciences sociales, sur des questions de politique, sur des questions d'économie, etc. Donc on a de plus en plus de travaux qui font intervenir, enfin qui font vraiment collaborer des disciplines diverses. Alors évidemment, tous ces outils-là, enfin toutes ces techniques-là, elles sont quand même bien pratiques. J'ai plutôt mis l'accent sur les choses désagréables, mais il y a plein de choses qui sont évidemment très très intéressantes. Hein. À Nantes, on bénéficie d'un très grand nombre d'entreprises qui travaillent dans l'informatique et avec pas mal d'entreprises qui travaillent maintenant sur les données à caractère personnel, qui font des choses intéressantes, qui travaillent sur les données pas à caractère personnel et qui font des choses intéressantes comme des questions d'énergie, d'économie d'énergie, de gestion des flux routiers, enfin, plein de choses intéressantes et très pertinentes qui se font. Voilà, donc les questions les plus critiques, c'est ces questions de confidentialité, de transparence, d'équité, sur lesquelles il faut bien progresser. Bon, je vais m'en tenir là pour ce propos préliminaire, on va dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je crois que on peut passer. Merci.